Hop, c'est bon. Donc, le premier webinaire avait eu lieu le 1er juin 2023 sous la coordination du professeur Lecoq, qui avait donc invité le docteur Albert Semama de la Haute Autorité de Santé et puis le professeur Carré du CHU de Rennes. Donc, ce premier webinaire a fait l'objet d'un enregistrement et on a mis à disposition le replay. Si certains ne l'ont pas reçu, malgré tous les efforts de diffusion que nous avons faits, je vous demande de vous signaler dans la messagerie et on vous le fera passer à ce moment-là. Il y a Madame Lamand déjà, la Juvainerie qui l'avait pas reçu. C'était c'était de très 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 bonne qualité et c'est important que tout le monde l'ait à sa disposition. Donc sans plus tarder, je passe la parole au professeur Lecoq et au professeur Isner qui vont pouvoir à la fois se présenter et puis dérouler cette présentation qui va qui va présenter donc l'outil du médico-sport santé qui est disponible depuis plusieurs années dans le Vidal. Donc, je vous laisse la parole à tous les deux et je vous remercie sincèrement de votre disponibilité pour cette présentation d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour Nadine, bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être se mettre en plein écran, ça sera peut-être mieux si c'est Je vais possible. essayer. Alors, je vais réessayer en sachant que je n'aime pas la technique. Hop, est-ce que c'est mieux? Parfait, parfait, merci. Et donc, c'est peut-être plus, puisque on a déjà fait un webinaire, c'est plus nécessaire que je me présente. Enfin, donc, je suis coprésident de la commission médicale du Comité olympique national et sportif français. Et j'ai pour l'instant, il y a encore 3 jours, jusqu'à pour 3 jours, je suis expert ou conseil, etc. pour le sport santé à la DLGU. Voilà, je laisse Maria Wissner, que tout le monde connaît, dire un mot. Bonjour à tous, bonjour Nadine. J'ai vu qu'il y avait le docteur Grosjean, bonjour, et bien évidemment bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Donc, Maria Wissner, je suis PUPH de médecine physique et de réadaptation, chef de pôle de MPR, donc à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau à Strasbourg. Et j'ai effectivement le plaisir de travailler aux côtés de Jean Lecoq dans le cadre de ce médico-sport santé où j'ai été sollicitée pour travailler sur activité physique et pathologie neurologique. Et j'interviendrai à la fin de cet exposé puisque ce sera surtout le professeur Lecoq qui interviendra. Et donc, j'interviendrai à la fin de l'exposé sur comment utiliser le médico-sport santé du CNOSF chez nos patients. Et donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Voilà. Donc, j'ai voulu, voilà, merci. J'ai voulu faire un petit détour sur le webinaire du mois dernier. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc un petit détour sur le webinaire du 1er juin. D'une part, pour remettre en situation, si je puis dire, le guide de prescription de l'activité physique de la Haute Autorité de Santé et pour que vous compreniez la place du médico-sport santé qui n'est pas en concurrence, mais qui est simplement complémentaire. Donc, vous voyez ici qu'il y a tous l'essentiel de ce qui a été fait en France, hein, et puis donc les expertises collectives de l'INSERM qui a été refaite en 2019, l'ANSES pour la prévention primaire dans le cadre du PNNS, le Santé publique France en 2020, et puis le médico-sport santé depuis 2000, on y travaille depuis une douzaine d'années, puis l'HAS. Alors effectivement, diapositive s'il vous plaît. Donc voilà ce que le docteur Semama, qui était le chef de projet de l'activité physique santé dans le cadre de la prescription, avait présenté il y a 3 semaines. Donc le guide au niveau de 50, je ne sais plus combien, 58 pages de prescription de l'activité physique, le guide de connaissances sur l'activité physique, et puis pour l'instant 16 référentiels d'aide à la prescription, dont par exemple l'arthrose par exemple. Diapositive. Alors,
Lorsque le 1er juin, j'avais présenté un cas clinique pour illustrer les propos du docteur Semama, j'avais présenté à partir du référentiel de l'arthrose, du référentiel du surpoids et de l'obésité, avec soit la fiche complète qui en général est autour de 6-8 pages, et puis la forme sous forme de synthèse qui fait en général 2 pages diapositives. Et donc, dans la présentation de mon cas clinique, j'étais arrivé à la fin de la présentation en disant, ben voilà, en fonction des données cliniques de cette malade, Madame G.A., qui a une gonarthrose, le médecin a choisi avec la patiente, dans un premier temps, une activité physique adaptée, c'est-à-dire c'est une activité qui est adaptée, bien sûr, qui est élaborée, personnalisée et surtout supervisée par un professionnel de l'APA. C'est ça la définition de l'activité physique adaptée pour la Haute Autorité de Santé. C'est une activité physique qui est encadrée par un professionnel de l'APA, soit un kinésithérapeute, soit un enseignant APA, donc qui vient de la faculté STAPS. Voilà. Et vous avez ici à droite, on y reviendra, l'algorithme de la HAS pour aller entre le recrutement des patients, les consultations, la prescription, jusqu'à la mise en œuvre du programme. Diapositive. Et donc, tout à fait, voilà. Donc, ça, je m'étais arrêté donc, il y a 3 semaines sur cette diapositive, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, la patiente allait mieux. Et pour le médecin, se poser la question de savoir si, bon, éventuellement, il fallait renouveler la prescription, mais elle allait mieux, donc ce n'était pas très justifié. Et c'était plutôt de proposer un relais de l'activité physique adaptée par du sport santé, qui est le niveau 3 de la HAS. Et vous voyez sur le texte en gris, avec fond gris, qui est le document de la HAS, il est indiqué que le niveau 3, eh bien, s'y indiqué un sport santé supervisé par un éducateur sportif, défini par les fédérations sportives et répertorié dans le médico-sport santé. Donc, la HAS propose d'utiliser le médico-sport santé pour prescrire du sport santé. Diapositive. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous avez les 2 flyers que nous avions fait au comité olympique. À gauche, celui qui était pour les professionnels de santé et pour les professionnels du sport, c'est-à-dire que, comme vous le voyez encadré en rouge, et on va y revenir bien sûr, c'est donc un outil d'aide à la prescription ou à la simple préconisation d'activités physiques et sportives adaptées. Et puis à droite, vous avez, ça passe pas très bien. Non. Mais enfin bon, c'est le flyer pour le grand public. Et c'est là qu'on explique finalement, il y a les fédérations qui ont fait des programmes adaptés pour tous, et donc les patients ou ceux qui sont en bonne santé peuvent choisir leur sport, etc. Diapositive. Alors, je rappelle que le Comité national olympique et sportif français a la particularité par rapport aux autres pays d'être composé de l'ensemble des fédérations sportives françaises, et qu'il représente donc l'ensemble du mouvement sportif français auprès des pouvoirs publics. Et le comité, enfin plus exactement sa commission médicale, a fait 2 constatations. D'une part, qu'aucun des guides, et notamment ceux de l'HAS, je suis passé un petit peu vite, mais je m'en excuse, aucun de ces guides et recommandations n'implique le mouvement sportif et ne propose des actions concrètes. Vous avez vu il y a 3 semaines, ça reste un petit peu théorique, c'est des démarches de consultation médicale, etc., mais il n'y a rien sur le terrain. Et donc, la commission médicale a eu la volonté d'élaborer donc ce qui initialement avait été appelé un dictionnaire, mais ce n'est pas vraiment un dictionnaire, qui a été appelé médico-sport santé, qui est donc à visée médicale des disciplines sportives, mais vous allez le voir, pas uniquement médicale. Et donc là, j'insiste énormément, ce médico-sport santé, il est complémentaire des recommandations HAS. C'est-à-dire que là, vous avez vu que le HAS préconise la façon de voir les patients, de les recruter, de les examiner, de faire ou non des examens cliniques, etc., de faire des ordonnances. Et nous, au comité olympique, on est là pour dire, voilà, la fédération de foot, elle propose tel protocole chez les personnes qui ont une sclérose en plaques, ou propose les sports sous-marins proposent telles adaptations pour les patients en situation de handicap, etc. Et donc, effectivement, les fédérations sportives, qui, il faut reconnaître, il y a encore pas très longtemps, il y a 10, 15 ans, ne s'intéressaient pas du tout, enfin, disons très peu au sport santé.
Eh bien, d'une part, le comité olympique, vous voyez, ça remonte à presque 12 ans maintenant, a demandé à toutes les fédérations de créer un comité sport santé qui n'existait pas. Il n'avait qu'une commission médicale statutaire. Et donc, progressivement, chaque fédération a construit un protocole sur un canevas que nous proposions au niveau national du CNOSF. Sur ce canevas, ils ont établi chacun un protocole sport santé de leur discipline sportive, et qui est donc dans le médico-sport santé, avec bien sûr les adaptations nécessaires en ce qui concerne les équipements, les formations et techniques. Donc, finalement, le médico-sport santé, c'est un regroupement de tous les protocoles sport santé des fédérations sportives françaises. Diapositive. Alors, le gros intérêt, c'est que cet outil médico-sport santé, eh bien, il est maintenant, alors il était accessible sur le site du comité olympique, il l'est toujours, mais c'est quand même pas très pratique. Donc, il est accessible sur le site internet du groupe Vidal, hein, que tout le monde connaît, hein, le gros livre rouge, enfin, que plus personne n'a, puisque tout le monde va sur Internet pour des renseignements sur les médicaments. Et donc, cette publication uniquement numérique sur le site Vidal, eh bien, ça existe depuis 2018. Il est accessible à tous. Donc, sur leur site, il y a actuellement 54 fédérations qui regroupent 67 disciplines sportives. Et donc, c'est d'un accès libre, c'est gratuit, c'est un simple clic. Il n'y a aucune complication pour s'y brancher sans abonnement, et même quand on n'est ni professionnel de santé, ni professionnel du sport. Diapo. Alors, quels sont les objectifs? Le premier objectif, comme je vous l'ai dit en préambule sur le flyer, c'est avant tout de fournir une aide aux médecins pour la prescription et la préconisation du sport santé. Et surtout, finalement, pour les aider à choisir de manière argumentée les disciplines sportives qui soient adaptées à leurs patients. Et puis, c'est également une aide pour les autres professionnels de santé, tels que les kinésithérapeutes, qui peuvent prendre en charge justement l'activité physique adaptée des patients. C'est aussi une aide pour les professionnels du sport pour mettre en œuvre ces programmes, parce que c'est des programmes qui sont proposés au niveau national, mais localement, il peut y avoir des contraintes qui fait qu'on ne peut pas toujours suivre les préconisations de la fédération au niveau national. Et puis, en plus, c'est accessible à l'ensemble de la population, qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle souffre de pathologies chroniques, de facteurs de risque, etc. D'une part, ça les aide à choisir de manière documentée les sports qui leur plairaient en fonction de leur état de santé, mais surtout de leur plaisir, de leur goût. Et puis, ça leur permet de connaître quels sont les bénéfices, les risques potentiels et dans quel type de structure on peut les pratiquer. Alors, une petite information qui est plutôt à mettre au futur, c'est-à-dire qu'on est en négociation actuellement avec le ministère des Sports pour que les coordonnées de toutes les maisons sport santé françaises, vous savez qu'il y en a un peu plus il y en a 570, je crois, donc on a dépassé le chiffre fixé par le président de la République, eh bien, apparaissent sur le site vidal.fr. C'est-à-dire que quand un médecin cliquera sur le site vidal.fr, eh bien, il pourra voir autour de lui, autour de son malade, il pourra voir quelles sont les maisons sport santé qui seront un peu des guichets uniques pour envoyer son malade ou sa malade. Diapo. Je prends des notes en même temps parce que je voudrais, j'ai des questions qui me viennent à l'esprit. Oui. Donc, je pense qu'on prévoira un temps d'échange. Ah oui, c'est prévu, oui, bien entendu. Voilà, parce que. Vous pouvez poser des questions, mais ça risque d'être un peu découpé. Oui, c'est pour ça que je préfère les garder pour la fin, mais on a prévu, j'avais prévu dans le temps 15-20 minutes d'échange sur et de démonstration. Bien donc, sûr, bien sûr. Voilà. Alors, le contenu, eh bien, il y a avant tout 8 groupes de. Alors, les chapitres généraux n'ont rien de spécifique. C'est ce qu'on retrouve c'est comme dans un livre médical. Donc, les pathologies métaboliques, cardiovasculaires, les cancers, l'appareil locomoteur, les maladies psychiatriques, neurologiques, respiratoires et neuromusculaires. Voilà. Et puis les personnes avancées en âge, les enfants et adolescents et les femmes enceintes et en situation postpartum. Donc ça, c'est pas spécifique. Encore une fois, ce qui est spécifique et que le monde entier nous envie, hein, il est question de le diffuser dans plusieurs langues via Vidal, dans pas mal. C'est les fiches des 5. Alors à terme, c'est d'arriver à plus de 100 fédérations, mais il y a des fédérations qui sont toutes petites qui le feront pas ou qui seront pas vraiment concernées. Mais enfin,
Si on pouvait se rapprocher des 100 fédérations, ce serait l'idéal. Mais c'est en train de se faire. On en a eu quelques diapos de nouvelles. Voilà. Alors voilà. Donc, quand vous cliquez sur vidal.fr, vous avez en haut www.vidal.fr, vous arrivez sur la page d'accueil de Vidal. Alors, il ne faut surtout pas cliquer sur rechercher, puisque cette touche rechercher, c'est uniquement pour les médicaments et pour les produits en rapport. Donc, si vous cliquez sur asthme, vous aurez tous les médicaments qui correspondent, qui sont en rapport avec l'asthme, mais vous n'aurez pas le médico-sport santé. Il faut aller sur ce que j'ai en rouge, entouré en rouge, médico-sport santé. Donc, vous cliquez là-dessus, diapositive suivante, et vous arrivez sur la première page. Alors, vous avez l'ensemble, comme je vous l'ai marqué, l'ensemble du médico-sport santé que vous pouvez télécharger, donc, et ça vous permet de le lire tranquillement tous les soirs un petit peu. Ça, c'est un excellent somnifère. Et puis, vous avez en dessous les chapitres généraux. Et puis, tout à fait en bas, qu'on a regroupé dans les chapitres généraux, c'est les fédérations multisports, c'est-à-dire affinitaires, puisqu'il y a des sports comme un sport pour tous, par exemple, qui regroupent une centaine de sports. Donc, ça sera absolument ingérable. Et puis sur la gauche, vous avez le menu déroulant, vous avez tous les sports, enfin les 54 fédérations qui ont jusqu'à présent participé, et vous pouvez accéder soit par l'entrée, vous vous dites, tiens, vous avez un patient qui vient et qui vient en disant, moi j'aimerais bien faire de l'escrime, vous allez voir si l'escrime est compatible avec son problème, ou à l'inverse, il vient et vous savez qu'il est diabétique, et il vient vous dire, je suis diabétique, mais j'aimerais bien reprendre un peu d'activité physique et sportive, qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez cliquer là-dessus, diapositive suivante. Alors tout ça, le professeur Isner va vous le montrer avec le cas clinique. Elle va aller naviguer sur vidal.fr, sur le médico-sport santé, pour vous montrer que c'est extrêmement simple. Donc, vous cliquez, une fois que vous avez cliqué quel sport pour mon patient, vous arrivez sur cette page. Alors, soit vous mettez la pathologie, recherchez une pathologie, mal de dos, hypertension, etc. Soit vous cliquez dans le menu déroulant, par exemple, comme vous cliquez sur pathologie métabolique et vous cliquez sur la pathologie qui vous intéresse, comme par exemple le diabète de type 2. Et apparaît à ce moment-là de manière immédiate toutes les fédérations qui proposent dans son protocole des activités qui pourraient être compatibles avec le diabète de type 2. Diapositive. Alors, vous allez vous avez choisi un sport, vous allez sur un sport, et là, vous avez une dizaine de rubriques, comme vous voyez, le sommaire, et donc, vous pouvez aller… Alors, les informations générales, c'est les informations sur la fédération, sur son adresse nationale, sur le nombre de clubs, sur éventuellement les liens pour avoir des renseignements, etc. Et puis, ensuite, vous allez sur caractéristiques de l'activité, et ça vous permet d'avoir une idée des contraintes, toujours dans le cadre du sport santé. Ce n'est pas le sport de compétition, ce n'est pas le sport tout court, c'est le sport santé. Et on indique qu'il y a 6 rubriques dans le cadre des caractéristiques. Il y a le caractère ludique. Alors, c'est pour ça qu'il y a des flèches qui vont sur plusieurs des 4 niveaux, puisqu'en fait, on peut imaginer que le caractère ludique d'un sport, il peut être important jusqu'à très important, où l'intensité peut être de l'effort musculaire peut être faible à très important en fonction de la pratique. Quand on commence, ça peut être très, très faible, et puis au bout de quelques mois ou années, ça peut être très important. Les interactions sociales, c'est très important. Les sollicitations mécaniques, et puis la technicité, qui est effectivement un élément très important en fonction des contraintes des personnes, de leur âge, etc. Diapo. Voilà. La rubrique que vous voyez ensuite, c'est les bénéfices potentiels que l'on est en droit d'attendre. Donc là, vous avez vu qu'il y a 4 rubriques, on ne va peut-être pas les détailler, mais il y a la condition physique générale, le système musculo-squelettique, les fonctions cognitives à nouveau et l'intérêt psychosocial. Ça, c'est un élément, encore une fois, très important, puisqu'on sait que les relations sociales, c'est un facteur déterminant pour l'adhésion à la pratique régulière. Les fonctions cognitives, on sait que avoir des activités cognitives pendant le sport, c'est un excellent moyen de développer ses capacités intellectuelles. Et puis de manière plus classique, bien sûr, comme vous le voyez, l'endurance musculaire, la souplesse, etc., qui sont là des paramètres tout à fait classiques. Et là aussi, c'est classé, mais c'est pour ça que vous avez ces longues flèches, puisqu'en fait, on peut imaginer qu'en fonction
on est toujours dans le sport santé, bien entendu, pas du tout dans le sport tout court. Eh bien, on peut imaginer qu'en fonction de la pratique et en fonction de la durée, au bout d'un certain temps, on peut aller de bénéfices faibles à bénéfices très importants. Diapositive. Là, l'exemple, vous voyez, c'était pour le tennis. Alors, je reste d'ailleurs dans le tennis. Alors, la prévention primaire, je vais en parler vite, puisqu'en fait, nous, on est plutôt dans le cadre des maladies chroniques, enfin, dans le cadre des activités de l'UGK, mais bien sûr, vous savez que la prévention primaire est très importante. Et pour le tennis, eh bien, ça a été indiqué de cette manière, sachant que c'est à peu près, très honnêtement, toujours à peu près identique, quel que soit le sport, c'est-à-dire c'est avant tout la prévention des effets de l'inactivité et de la sédentarité, ça va de soi. La prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, ça c'est un élément absolument déterminant. Le retentissement des effets de l'avancée en âge, et puis surtout les effets bénéfiques sur la qualité de vie. Donc ça c'est à peu près identique dans la plupart des sports. Diapositive. Alors ensuite, on arrive, et c'est là que ça nous concerne plus, toujours pour le tennis santé, hein, le tennis dans le cas du sport santé, en prévention secondaire et surtout évidemment tertiaire, puisque on a plutôt du tertiaire, dans les patients qui sont pris en charge dans les structures de l'UGCAM. Donc vous avez ici, vous voyez, en bleu tout en haut, les différents grands groupes de pathologies, cardiologie, gériatrie, métabolisme, etc. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus, c'est un raccourci. Et si vous cliquez sur cardiologie et angiologie, vous arrivez sur la page que je vous ai mis en premier et vous avez les possibilités des différentes pathologies qui ont été abordées par les fédérations, artériopathie oblitérante, hypertension artérielle, par exemple. Dans le cadre du tennis, alors, il y a des fédérations qui ont abordé l'insuffisance cardiaque ou les pathologies coronariennes. Le tennis, à l'époque, on leur a demandé des mises à jour, mais pour l'instant, on n'en a toujours pas. Mais enfin, à l'époque, était parti pour la cardiologie que sur l'angiopathie et l'hypertension artérielle. Et vous avez des raccourcis de nouveau pour préciser les niveaux fonctionnels des pathologies. Diapositive. Alors, la rubrique suivante s'appelle « Risque et avis médical ». Donc là aussi, c'est souvent des thèmes qu'on retrouve dans la plupart des fédérations sportives. Prévention des risques. Alors, pour le tennis, le groupe du tennis, tout ça étant contrôlé par les experts de la commission médicale du CNOSF, qui sont tous des spécialistes, et surtout les experts du comité médico-sport santé du CNOSF, qui sont tous des spécialistes du sport santé. Le tennis avait écrit « Aucun risque spécifique au tennis dans sa pratique adaptée tennis santé ». Alors, des précautions, effectivement, on ne va pas les passer en revue, mais vous les savez, effectivement, les problèmes de température au-delà de 30 degrés ou quand il fait très froid, les risques en cas de pollution, etc., d'être extrêmement prudent dès qu'il y a le moindre signe d'alerte qui nécessiterait d'arrêter l'effort, tel que des douleurs thoraciques, une fatigue inhabituelle, etc. Et puis, vous avez un peu plus bas une rubrique avis médical spécialisé. En général, toutes les fédérations mettent oui dans certains cas. Alors, le CACI, le certificat médical d'absence de contre-indication, là, comme je vous l'ai écrit en dessous, tout ceci est provisoire, puisque vous savez que depuis la loi du 2 mars 2022, le certificat d'absence de contre-indication, eh bien, c'est la direction de chaque fédération qui décide d'en mettre un ou de ne pas en mettre un. Donc, alors tout ça est en cours, tout ça n'est pas encore bien défini parce que la plupart des fédérations, fin 2022, n'avaient pas encore choisi leur position. Donc, par exemple, le sport pour tous a mis qu'il n'était plus nécessaire de faire un certificat d'absence de contre-indication pour le sport pour tous. Mais on peut imaginer que pour des sports où il y a des parties de compétition, quand c'est du sport santé, ce n'est pas nécessaire. Pour le sport de haut niveau, bien sûr, c'est nécessaire. Donc, tout ça est un peu en phase de modification. Et si vous voulez, alors pour l'instant, tant que c'est nécessaire, c'est simple, il suffit, en tout cas pour le tennis, de cliquer sur formulaire spécifique, oui, vous cliquez et vous pouvez imprimer immédiatement le certificat que vous remplissez, que vous signez, que vous donnez à votre patient. Diapositive. Alors pour terminer cette partie, c'est la rubrique
adaptation et précaution. Alors toujours, encore une fois, pour le tennis. Et là, c'est absolument passionnant, en ce sens que on voit que toutes les fédérations ont fait preuve d'une inventivité, d'une recherche vraiment excellente. Que ça peut être aussi la recherche scientifique dans la littérature scientifique. Ben, vous voyez que le tennis propose effectivement de s'adapter en fonction de l'état de fatigue, en fonction du handicap des patients. On peut faire du tennis sur des terrains de taille courte. On peut bien sûr utiliser des raquettes dont le tamis est différent, plus grand ou plus petit. Et puis, vous voyez comme voilà les tailles, les types de balles. Bien sûr qu'on peut avoir des balles très, très lentes, hein, comme la balle rouge, 75% plus lente, donc qui se joue à ce moment-là sur des terrains beaucoup plus petits, de 12 mètres. Des balles, par exemple, orange, 50% plus lentes, sur un terrain de 18 mètres, ou des balles vertes, alors relativement peu lentes, 25%, et sur un terrain de taille normale. Tout ça avec des gabarits de raquettes adaptés à la taille. Donc, vous voyez que pour le tennis, ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de réflexion. Alors, il y a sûrement des choses qui se font au niveau international. Et ça, finalement, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on ne va pas trouver dans toute la France, dans tous les clubs français, ce genre d'équipement. Pour l'instant, ça vient progressivement. Il y a des clubs, il y a des régions plus avancées et d'autres moins. Mais ça vous montre à quel point, est-ce que je vous ai pris l'exemple du tennis, mais on aurait pu prendre, je vous dis, la boxe, le rugby. Le rugby est proposé dans énormément de situations de maladies chroniques. Le fait de toucher, bien sûr, donc il n'y a pas de plaquage, il n'y a rien d'autre, évidemment. La plongée sous-marine, enfin, etc. La plupart des sports ont fait preuve de beaucoup de réflexion pour adapter leur pratique sportive au sport santé. Ça, c'est vraiment remarquable. Et là, vous trouvez des tas de choses. Après, bien sûr, il faut les mettre en œuvre sur le terrain, dans votre région, dans votre club. Diapositive. Donc, pour terminer, vous voyez, c'est la dernière rubrique, parce qu'après les références et les auteurs, bon, ça n'a pas moins d'intérêt. Les contre-indications, eh bien, elles sont à peu près toujours identiques. Il faut savoir que les deux grands aspects valables, bien sûr pour le tennis, mais pour tous les sports, c'est d'une part toutes les pathologies aiguës. Tant qu'on est en phase aiguë de quoi que ce soit, bien, il faut laisser passer la phase aiguë et puis reprendre ensuite, ou alors éventuellement, selon le cas, simplement réduire. Et puis, lorsque la pathologie chronique qui est concernée par l'indication de prescription, eh bien, lorsqu'elle n'est pas stabilisée, alors à ce moment-là, ou contrôlée par les médicaments ou par un autre traitement. Donc, c'est les deux grandes orientations des contre-indications. Il peut y avoir des contre-indications qui sont spécifiques au tennis. Et là, on comprend bien, par exemple, que le mal perforant plantaire est une contre-indication importante, puisqu'en fait, on fait pas mal de déplacements à pied, qu'on fait des changements de direction, etc. Donc, si vous avez un mal perforant plantaire, vous risquez de l'aggraver. Et donc, chez un diabétique, c'est une situation extrêmement dangereuse. Ils ont mis, alors le groupe de travail du tennis, et nous l'avons laissé, ils avaient mis la prothèse totale de genou, en précisant que c'était une contre-indication relative. Je pense que c'est à nuancer, mais c'était l'avis du groupe de travail médical et paramédical de la fédération de tennis. Diapositive. Voilà. Alors, je vais reprendre très brièvement l'exemple de la gonarthrose que j'avais fait le 1er juin. C'était à l'époque pour vous montrer comment prescrire de l'activité physique adaptée dans le cadre du guide de prescription de la HAS, les recommandations qui sont officielles. La HAS, c'est un organisme d'État, enfin, du moins une agence, enfin, c'est quand même une structure d'État, et donc qui va être reprise par la CNAM lorsqu'il y aura, ce que l'on espère, un remboursement dans les prochains, peut-être mois, en tout cas dans les toutes prochaines années. Donc, ça sera la Bible, hein, l'HAS, le guide de l'HAS. Donc, c'est un élément important. Je vous l'avez montré progressivement, et puis le professeur Carré vous l'avez montré également. Et donc, je vais reprendre pour passer maintenant à l'activité physique de type sport santé, pour vous montrer que ce n'est pas en opposition, mais c'est simplement complémentaire, un continuum. Diapositive. Donc,
je vous ai déjà montré en préambule cette diapositive. Donc, après 3 mois de prescription d'activité physique adaptée, donc avec un professionnel de l'APA, kinésithérapeute ou enseignant APA des facultés STAPS, eh bien, elle avait bien terminé, elle était plutôt contente, ça allait bien. Et donc, finalement, le médecin se dit, bon, je ne vais pas lui renouveler parce que vous avez le droit de renouveler 3 mois. Et à cette occasion, je vous signale que les kinésithérapeutes, d'après la loi et le décret qui en est sorti, ont droit de faire le renouvellement de cette prescription, ce deuxième renouvellement. Donc, il se dit, écoutez, là maintenant, on va peut-être essayer de faire plutôt du sport santé. Voilà, faire l'activité physique en salle, c'est pas forcément très marrant. On va peut-être choisir un sport, comme le propose, vous le voyez, je vous l'ai déjà dit, comme c'est proposé par la HAS pour son niveau 3. Donc, vous voyez sur la flèche que j'ai mise sur l'algorithme de la HAS et la flèche descendante, on passe du niveau 2 qui est en haut vers le niveau 3 un peu plus bas. Voilà. Diapositive. Alors, je suis allé, pour gagner du temps, avant la présentation à l'instant, et j'ai cliqué, comme vous voyez, arthrose du genou, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et comme va vous le montrer le professeur Isner dans quelques instants. Donc, arthrose du genou, et apparaît, je ne vous ai pas mis tous les tableaux pour que ça ne soit pas trop petit, mais 24 disciplines sportives qui sont proposées par les fédérations pour la prise en charge activité physique, santé, de la gonarthrose. Il y en a 24. Alors, diapositive. Voilà. Alors, l'élément important, c'est qu'il faut faire un choix. Et là, on est vraiment dans une thérapeutique, certes, mais une thérapeutique au long cours, et donc l'adhésion du patient est essentielle. Donc, c'est un choix, comme vous le voyez écrit, à la fois du patient et du médecin traitant. Alors, il n'est pas en général question de faire ça lors de la première consultation. Le médecin peut en parler en disant, écoutez, allez voir sur le Vidal, le médico-sport santé Vidal, réfléchissez, regardez les 24, regardez ce qui vous plaît en fonction de vos antécédents, si vous avez déjà fait du vélo quand vous étiez jeune, etc. Est-ce que vous avez, voilà, en fonction des clubs qui sont autour de l'habitation du malade, etc. Réfléchissez, et puis on se revoit, et puis le médecin traitant peut aussi regarder éventuellement rapidement, et puis il se retrouve à une deuxième, voire une troisième consultation, et ils arrêtent le choix sur une des 24 fédérations qui proposent du sport santé pour la gonarthrose. Oui, Mélanie, je viens de recevoir S'il vous plaît, vous fermez les micros. Fatima, tu me dis comment on ferme les micros de tout le monde? Merci. Donc, Alors, normalement, donc effectivement, la patiente a dit, ouais, moi, la randonnée pédestre, ça me plaît bien, ça correspond bien. Moi, je veux pas d'une part, je veux pas investir trop. J'aime bien me balader, puis peut-être un peu de la petite montagne. On habite pas loin des Vosges, c'est sympa. Et puis voilà. Et le médecin va voir sur la fiche du médico-sport santé sur la fédération de randonnée pédestre, et puis lui dire, écoutez, oui, effectivement, il propose une pratique sport santé qui s'appelle rando santé, qui est d'ailleurs une appellation contrôlée. Vous voyez, il y a un petit R. Et puis, éventuellement, après, si vous faites des progrès, si vous êtes plus à l'aise, on peut toujours faire de la rando standard, mais alors avec un niveau assez bas, voire même de la marche nordique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de… Vous voyez, il y a quand même 3500 clubs en France, donc il est quand même assez probable qu'il y en aura un pas trop loin de chez elle. Les caractéristiques correspondent bien. Ce n'est pas des sollicitations importantes. Hein. Donc, pour une gonarthrose, c'est peut-être pas forcément… Je ne retourne pas sur ce que je vous avais dit, la gravité de la gonarthrose de la patiente, etc. Hein. Ce n'est pas technique, donc cette personne, elle n'avait aucune envie d'apprendre des choses compliquées. C'est bénéfique pour l'endurance, c'est bénéfique pour la force, la souplesse, la mobilité. Il y a des aspects psychosociaux qui lui plaisent bien. C'est conseillé en prévention primaire, tertiaire, donc aussi bien pour son gonarthrose que son surpoids. Je n'avais pas noté qu'elle avait un surpoids, mais je l'avais noté la fois précédente. Il conseille de faire 2 heures en une seule fois, alors avec l'échauffement, etc., le retour progressif. L'idéal, ça serait 2 fois par semaine, mais déjà 1 fois par semaine, c'est déjà pas mal.
il y a très peu de risques d'accident. Bien sûr, on peut toujours faire une mauvaise chute. Enfin, ce sont des randonnées qui sont accompagnées par des gens compétents. Donc, en fonction de leur niveau, on ne va pas faire de l'escalade, bien entendu. Pour l'instant, il y a un cassis, je dis pour l'instant, mais voilà. Et vous pouvez d'ailleurs préciser sur ce certificat que je vais vous montrer sur la diapo suivante, vous pouvez préciser le niveau de dénivelé qu'il ne faut pas dépasser, le niveau de fréquence cardiaque qu'il ne faut pas dépasser. Donc, vous pouvez faire une prescription très précise. Voilà, les adaptations, effectivement, alors ça c'est intéressant, vous voyez, puisque bien qu'on soit dans l'olympisme, vous voyez, c'est le comité olympique qui soutient ce genre d'action, mais ce qu'ils indiquent, c'est exactement l'inverse de l'olympisme. Pour eux, la rando santé, c'est moins vite, moins loin et moins longtemps. Vous voyez, c'est particulièrement intéressant, c'est parfaitement adapté à la situation. Voilà. Mais on aurait pu choisir la course d'orientation, le cyclotourisme, la gym, enfin, etc., des tas d'autres possibilités, tout ça en fonction du goût du patient et puis des compatibilités que le médecin confirme ou pas. Diapositive. Vous voyez, alors là, ça passe mal, oui, là. C'est pas terrible. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, vous avez le certificat de la Fédé de randonnée et comme je vous l'ai dit, vous pouvez indiquer, alors là on ne voit plus du tout, mais vous pouvez indiquer le dénivelé à ne pas dépasser, la vitesse à ne pas dépasser, etc. Donc, mettre des contre-indications éventuellement. Donc, vous pouvez faire actuellement un certificat assez précis. Alors, encore une fois, du fait de la loi du 2 mars, il est assez probable que la fédération je ne sais pas, on a une enquête en cours et tout ça sera présenté lors du congrès de médecine du sport national à Toulon le 20 septembre de cette année, donc à Toulon. Donc, si ça vous intéresse, donc voilà. Mais pour l'instant, je ne sais pas si la randonnée fera un certificat, mais il est assez probable qu'il n'y aura pas de certificat obligatoire, sauf dans des cas particuliers, et que, par contre, on va demander une ordonnance de prescription. Diapositive. Juste pour préciser, là, on enverra le diaporama en mode PDF et je vous confirme que les diapos sont lisibles en mode PDF. Donc, vous aurez bien le détail des diapositives et du texte. Et puis alors ensuite, vous allez sur vidal.fr et vous aurez le certificat médical de la randonnée. Donc, comme je viens de le dire, des certificats d'absence de contre-indication, ça sera probablement plus obligatoire pour un bon nombre de fédérations, en tout cas pour le sport santé. Mais par contre, une ordonnance, j'ai repris exactement la même diapositive que celle que je vous avais fait pour le niveau 2 de la HAS, donc de l'activité physique vraiment plus thérapeutique, qui sera probablement la partie prise en charge par la CNAM un jour ou l'autre, on peut l'espérer. Mais donc, en sport santé, c'est la même chose. Vous pouvez faire l'éducateur sportif qui va prendre en charge pour la randonnée une ordonnance en précisant la fréquence selon le schéma FIT, F, 1 ou 2 fois par semaine, I, c'est l'intensité, faible ou modérée, avec le tableau que vous retrouvez ici, le tableau que vous avez à droite, il est dans le guide de prescription de la HAS. Donc, alors bien sûr, vous pouvez utiliser des éléments objectifs tels que la fréquence cardiaque maximale ou la fréquence cardiaque de réserve, voir la VO2 max, mais enfin c'est un petit peu ridicule, du moins dans le cas de l'exemple que je vous l'ai donné, il en est hors de question. Mais vous pouvez utiliser des choses simples, c'est-à-dire le score de pénibilité de Borg, par exemple 3/4. Alors c'est le patient qui lui-même estime que sa pénibilité, alors ça c'est intéressant parce que c'est subjectif, donc c'est vraiment ce que lui ressent. Ou alors des aspects plus objectifs tels que l'essoufflement ou la transpiration. Et il est important un effort modéré, alors faible a fortiori, mais un effort modéré. Ce sont des patients qui peuvent continuer, comme je vous l'ai marqué, conversation possible. Alors pas de longues conversations, mais qu'il est possible d'échanger en marchant avec une intensité considérée comme modérée. Donc là, vous avez cela. T, c'est donc la durée. T, le temps. C'est mieux pour nous. Fermez les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. T, c'est donc temps. Alors, on a souvent intérêt en sport santé à commencer doucement pour que les gens ne prennent pas peur et commencer par 30 minutes, soit 3 fois 10 minutes, mais enfin, c'est difficile à organiser, soit 45 ou 60 minutes, un peu plus à terme, au bout de quelques semaines ou quelques mois, avec presque toujours un mélange d'aérobie, la marche, ou le vélo, notamment dans la gonarthrose. Le vélo, ça peut être intéressant s'il n'y a pas de syndrome rotulien, s'il n'y a pas de pathologie de la rotule.
Donc, c'est vraiment du reconditionnement à l'effort, associé également à un renforcement musculaire et chez des personnes un peu plus âgées, des exercices de proprioception et de souplesse, qui est particulièrement intéressant dans le cas de la gonarthrose. Diapositive. Voilà, donc j'ai terminé. Je voulais juste vous montrer cette diapositive avant de donner la parole au professeur Isner. C'est pour vous dire que dans le prolongement du médico-sport santé sur lequel nous continuons à travailler, puisque vous savez que c'est comme le Vidal des médicaments, ben, il est évolutif, on peut changer les choses via Internet du jour au lendemain. Eh bien, dans la continuité du médico-sport santé, nous avons mis en place fin 2022 une formation DPC, donc prise en charge par l'organisme national de la NDPC, une formation des médecins, mais qui est organisée par le comité olympique à la prescription de l'activité physique et sportive. Donc, c'est une formation en e-learning de 19 modules de 1 heure qui sont accessibles à tout moment par les médecins apprenants. Alors, ils peuvent choisir soit la version en une seule fois de 20 heures en 2 mois, soit 2 sessions indépendantes de 10 heures, une fois en 2023 10 heures, et puis en 2024 les 10 heures suivantes, soit des petites sessions de 6 ou 7 heures qui peuvent étaler sur 3-4 ans si ça les intéresse. Donc, la logistique, c'est bien sûr pas le comité olympique qui le fait, puisque c'est pas la vocation du comité olympique. Donc, la logistique a été donnée à un organisme spécialisé de DPC qui s'appelle Heron Santé, qui est une filiale du groupe Vidal. Vous avez ici son lien. D'ailleurs, il y a une erreur parce qu'il n'y a pas d'espace entre Heron et Santé. C'est Heron Santé en un seul mot, .com. Donc, c'est des cours qui se veulent assez pratiques, des bases fondamentales et cliniques sur l'intérêt de l'activité physique pour la pathologie concernée, les critères de choix raisonnés du type d'activité physique et de discipline sportive, un exemple qui est commenté de cas cliniques en utilisant bien sûr le médico-sport santé, mais encore une fois, en utilisant les recommandations de la HAS et puis toutes les données publiées que j'ai brièvement évoquées, telles que celles de l'OMS, bien sûr, mais de l'INSERM, l'ANSES, etc. Il y a des QCM et puis quelques références sur lesquelles le médecin apprenant peut aller. Et le programme, c'est globalement le contenu du médico-sport santé, donc la plupart des grandes maladies dont je vous ai parlé, les états de santé, etc. Voilà, donc je sais qu'au niveau des médecins salariés de l'UGCAM, ça pose un problème, mais on peut espérer qu'un jour ou l'autre, les choses s'arrangeront, n'est-ce pas, Nadine? Bah, en tout cas, c'est un problème qu'on a identifié très rapidement dès cet automne, hein, je crois, au début 2023, que notre convention collective ne permet, enfin, via l'UCANS et les médecins, le statut des médecins de UGCAM faisait que l'accès au DPC n'était pas le même que les médecins, les professionnels de ville, hein, mais ça peut être aussi pour d'autres professionnels de santé, hein, je pense aux personnes qui nous écoutent actuellement. Et donc, sur Médico-Sport Santé, il faudrait qu'on ait une formule différente, hein. J'avais été regarder suite à tous nos échanges le programme d'heronsanté.com hein, pour voir comment, en effet, on pouvait le contenu et comment on pouvait y participer. Il faut qu'on voit comment on peut, sur cet obstacle, j'allais dire administratif, il faut qu'on puisse le dépasser et puis voilà, bénéficier de ce e-learning parce que c'est extrêmement intéressant et très, 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 très riche, quoi. Oui, actuellement, on a débuté courant novembre 2022 et on a plusieurs centaines de médecins généralistes sur la France entière qui ont terminé déjà leur formation. Alors, je vais passer la parole au professeur Isner. Il y aura le problème de… Est-ce qu'on a le droit peut-être juste avant de poser quelques questions? Est-ce que, enfin, moi, je veux juste d'un point de vue technique, on va faire les questions. D'un point de vue technique, je pense que nous, on va partager notre… Nadine, c'est pas peine que tu repartages le diaporama. D'accord. Le diaporama, parce que sinon, je n'arriverai pas à naviguer. Moi, je n'arriverai pas à naviguer. Oui, parce que
Après, moi, j'ai l'habitude d'aller sur Médico Sport Santé, mais pendant que je le mets en ligne, on peut faire les échanges. Oui. Si tu peux juste attendez 2 petites minutes. Alors, il faut m'autoriser à mettre en ligne si on y arrive. Mais là, avec partager l'écran. Laurence, alors. Donc allez-y pour les questions. Allez-y pour les questions. Allez-y pour les questions en attendant et Jean va répondre. Donc bonjour. Laurence Rambourg, je te laisse te présenter, Laurence. Oui, Laurence Rambourg, je suis responsable médico-social à la direction nationale du groupe UGCAM. Et j'avais une question par rapport au guide. Est-ce qu'il va être complété sur certaines situations de handicap ou maladie qu'on ne trouve pas aujourd'hui? Sincèrement, je l'ai fait en live. Et par exemple, trisomie 21 ou maladie de Crohn, on ne trouve rien en fait. Donc, je voulais savoir si c'était un document évolutif ou pas. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est comme le médicament, c'est comme le Vidal du médicament. Tout ça peut être adapté. Et donc, effectivement, on vient de rajouter les maladies neuromusculaires. Alors, on fait plutôt les pathologies, puisque ça s'adresse au plus grand nombre des médecins. On s'adresse plutôt, par exemple, les maladies Charcot, les maladies de, je ne sais pas moi, de Duchenne, de Boulogne, tout ça, n'y était pas. Donc, ils y sont depuis cette année. Mais on a le document, mais il n'est pas encore sur Vidal, puisqu'en fait, et on a plusieurs nouvelles fédérations, on a l'équitation, on a le bowling, enfin on a 3 ou 4 fédérations supplémentaires qui ne sont pas encore en ligne pour des problèmes malheureusement à la fois techniques et financiers. Mais là, je ne vais pas trop dans les détails, mais ça va venir. Alors effectivement, vous avez raison, c'est parfaitement évolutif. On n'a pas encore abordé ces aspects de trisomie. La plupart des fédérations, il faut bien se rendre compte que les fédérations, pour eux, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans. Donc, autant ils arrivent à se projeter dans le diabète, voire dans l'hypertension, quand on leur dit de réfléchir à l'autisme ou de réfléchir à des maladies, oui, comme je vous le dis, des myopathies comme le Duchenne, là, effectivement, ils ont un peu du mal. Et je pense que dans la trisomie ou d'autres exemples comme vous le donnez, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais c'est tout à fait, le but, c'est d'être progressivement exhaustif. Alors, on a mis 10 ans pour arriver là, il faudra encore nous laisser un petit peu de temps. Juste en complément de ta question, Laurence, je souligne que le Vidal, qui est vraiment un outil à l'usage extraordinaire, par exemple, pour prolonger ta question, a développé aussi un chapitre spécial sur l'accès aux soins pour les personnes vivant avec un handicap, pour les personnes accompagnées. Donc, on voit que le Vidal est vraiment un outil qui est… moi, je l'avais proposé à l'époque et on pourrait remercier le directeur général avec qui vous travaillez, avec Vincent Bouvier, je pense, hein, notamment, qui élargit cet outil dans un usage très, très riche. Je trouve que c'est vraiment remarquable. Tout le monde, Géant sait que je suis une fan du médico-sport santé, mais je trouve que d'avoir le Vidal est vraiment un outil très, très riche. Est-ce que n'hésitez pas à poser encore vos quelques questions. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Maxime Boutarin, je suis enseignant en activité physique dans un centre de rééducation. Oui. Tout à l'heure, on a vu que le MSS proposait la liste des clubs, par exemple pour la randonnée pédestre, on a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est la liste des clubs de randonnée pédestre ou est-ce que c'est la liste des clubs qui proposent de la rando santé? Est-ce que c'est spécifié à chaque fois les clubs santé, les créneaux sport santé, ou c'est juste la liste des clubs des fédérations entières? Il faut mettre le micro, Géant. Le micro. Micro. Hop. Demande de réactiver le son. On ne vous entend pas, vous avez oublié votre micro. Oui. Votre micro, docteur. Voilà. On était tous suspendus à votre réponse. Oui, je suis désolé. Oui, donc pour l'instant, quand vous cliquez sur information générale, quand vous êtes sur la rubrique, la fiche Fédération de randonnée pédestre, vous avez le nombre de clubs et puis vous avez les liens avec la fédération, avec les secrétariats. Là, vous pouvez vous renseigner ou vous pouvez peut-être même aller directement sur leur site internet
et vous pouvez voir quels sont les clubs qui sont près de chez vous et éventuellement ceux qui ont mis en place le rando santé. Mais vous n'avez pas la liste de tous qui serait extrêmement lourde, puisque vous voyez qu'il y a 3500 clubs. Ça multiplié par les 100 fédérations, voilà, ça serait un petit peu difficile. Et puis, comme je vous l'ai dit, tôt ou tard, il va y avoir, enfin, j'espère le plus tôt possible, mais vous savez que les maisons sport santé, elles doivent être, le ministère a prévu de toutes les supprimer leur validité. Et donc, ils ont 6 mois, donc toutes les 573 maisons sport santé doivent redemander leur validation dans les 6 mois, donc ici, le début de l'année 2024. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on pourra demander qu'elle soit accessible sur notre site Vidal. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. Allez-y, allez-y. Bonjour, Dr Sabah, au Centre de Marin de Valoris. Je suis accompagnée par l'équipe. On a 2 questions à vous poser. Est-ce qu'on a eu des réflexions? Le place de transport sur les patients qui seront orientés sur ces centres de santé, donc via le sport santé. Et deuxième, si la logigramme en fait d'orientation de patients vers les centres de sport santé sur les prescriptions sport santé, elle est tout à fait faite. Où est la place de prof APA? Est-ce que les médecins traitants, ils vont avoir vraiment le temps de faire tous ces diagnostics préalables et toute cette orientation? Alors, pour revenir sur le transport, c'est clair, ce sont des clubs sportifs donc, qui accueillent qui sont équipés, enfin, qui ont un enseignant APA ou qui ont un éducateur sportif, qui ont donc qui sont validés pour faire du niveau 2 ou du niveau 3, mais ils ne sont pas du tout, on n'est pas du tout dans une démarche médicale. Enfin, les gens viennent par leurs propres moyens, c'est tout, point à la ligne. On n'est pas dans un établissement de soins, on n'est pas dans un centre de rééducation, on n'est pas dans un centre de SSR, etc. Donc les gens, une fois qu'ils savent qu'à 10 km de chez eux, ils ont un club qui fait de la randonnée pédestre, eh bien, ils y vont par leurs propres moyens. Pour l'instant, sans aucune prise en charge financière, puisque vous savez que pour l'instant, le sport santé, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore remboursé. Il en est fortement question depuis la loi du 2 mars 2022, puisqu'ils avaient une obligation de présenter, l'ACTAN avait une obligation de présenter sa démarche dans ce sens au Parlement européen, à l'Assemblée nationale fin 2022. Je crois que c'est toujours pas fait, donc pour l'instant, ils ont sûrement quelques difficultés ou priorités, je ne sais pas, mais enfin, toujours est-il que c'est quand même c'est dans les cartons et ça va se faire. Mais en tout cas, pour le transport, on en est encore loin, je pense. Et la deuxième question, je n'ai pas très bien compris, en ce sens que je vous ai bien montré qu'il y a l'activité physique adaptée, ça c'est une activité bien particulière, c'est comme je vous l'avais dit le mois dernier, c'est une activité prise en charge par des spécialistes. La grande différence, c'est les spécialistes, les personnes qui encadrent l'activité. Au niveau 2 de la Haute Autorité de Santé, c'est encadré par soit des kinésithérapeutes, soit par des enseignants spécialisés en APA. Et donc, ça dépend des structures qui ont ce genre de personnel dans leurs employés. Alors que le niveau 3 de la HAS, qui correspond au sport santé et pour l'essentiel de ce que je vous ai dit à l'instant du médico-sport santé, ce sont des éducateurs sportifs qui n'ont pas la formation ou le diplôme APA. Donc, ça peut être des bénévoles qui se sont formés, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Donc, c'est ça la différence. Donc, ok, j'ai bien compris. Ouais. Je vais poser une question. Ceci dit, moi j'ai noté la question, Virginia, pour le sujet transport.
pour l'accès aux maisons sport santé, ça peut être aussi un des obstacles, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'adhésion au programme sport santé. Mais voilà, on n'a pas vocation à y répondre, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours un sujet. Excuse-moi, Nafissa, tu voulais poser une question? Oui, moi j'avais juste une question, professeur Lecoq. Est-ce que vous pensez envisageable que toute la population française en âge de faire du sport puisse bénéficier d'une prescription de sport santé dans le cadre de la prévention primaire? Par exemple, pour les adultes, la prévention des maladies cardiovasculaires, est-il possible d'envisager de prescrire à toutes les personnes adultes sport santé? Alors, l'idéal, c'est bien sûr que les 60, je ne sais plus combien, enfin 65 à 70 millions de Français pratiquent de l'activité physique pour la santé ou l'activité physique et sportive pour leur plaisir, c'est pareil, ça sera très bien. Et surtout, qui dans leur vie quotidienne utilisent l'activité physique, c'est-à-dire qu'ils aillent chercher leur pain à pied, qu'ils utilisent le vélo pour aller au travail et non pas leur voiture, où ils se garent sous l'immeuble de l'employeur, etc. Donc ça, c'est un élément essentiel. La prescription, encore une fois, ne sera envisagée, heureusement d'ailleurs, ne sera envisagée encore que dans un cadre très précis, parce que sinon, c'est très difficile à gérer financièrement, je présume. Oui, le niveau 2, c'est-à-dire des gens qui ont une pathologie chronique ou des facteurs de risque tels qu'une hypertension ou tels qu'une obésité, puisque ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque, ou une perte d'autonomie, ça c'est la loi de mars 2022, eh bien ces gens-là, s'ils ont une forme relativement sévère et qu'ils relèvent, après le médecin, du niveau 2 de la HAS, et donc d'un encadrement par les spécialistes dont je viens de vous parler, les kinés ou les enseignants à pas des facs STAPS, eh bien ceux-là, vraisemblablement, auront une prise en charge financière, donc un remboursement comme les médicaments ou la kiné. Alors cela, c'est réglé. Pour les autres, il n'y aura pas de remboursement a priori, pendant pas mal d'années, et a fortiori, il est impossible d'envisager pour le niveau primaire, donc là, en prévention primaire, les gens qui sont en bonne santé, il ne peut y avoir que des préconisations, des encouragements. Alors, on sait qu'une ordonnance écrite est un moyen d'adhésion à une pratique. C'est-à-dire que si le médecin, au lieu de dire ça serait bien que vous alliez marcher un petit peu, etc., ça a moins de valeur que s'il fait une prescription. Mais la prescription, si c'est pour aller nulle part, s'il n'y a pas de remboursement, ça ne servira pas forcément à grand-chose, je pense. Après, ouais. Je peux juste intervenir pour compléter ce qu'a dit le docteur Caldi. On a fait plusieurs sujets de thèse avec le professeur Lecoq sur le dispositif à Strasbourg et on s'est intéressé ce que devenaient les gens au bout de 2 ans où ils étaient effectivement pris en charge avec une prescription. Et on s'est rendu compte que plus de 70% des patients sortaient du dispositif. Je pense qu'il y a effectivement une vraie prise de conscience sociétale, que la prévention primaire, que le meilleur traitement, c'est la prévention primaire. Mais après, comment est-ce qu'on amène les gens à continuer à faire de l'activité physique quand ils ne sont plus forcément pris en charge? Il faut aussi qu'à un moment donné, il y a un sursaut et que ça devienne quelque chose qui s'intègre dans la vie des patients. Donc, on prend en charge tout le monde, non, mais il faut que les mentalités changent. Je pense que c'est vraiment sociétal. Il faudrait qu'on puisse peut-être continuer parce qu'il est 45. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je touche plus rassembler toutes les questions sur un chat et professeur Lecoq et moi, on reste disponible pour y répondre par écrit ou même pour envisager une fois un quart d'heure, 20 minutes en Zoom. Bien sûr. L'échange, mais je pense qu'on a tous des obligations. Moi, la première, j'ai une consultation. On va essayer de partager le... Alors, excusez-moi. Excuse-moi. Sinon, je peux remettre le début du diaporama. C'est comme vous voulez. Non, c'est bon. Donc, pour prolonger ce qu'a dit le professeur Isner,
N'hésitez pas à rajouter vos questions dans le chat pour qu'on puisse ensuite les recenser de manière exhaustive, que ce soit par rapport pour prolonger le sujet du docteur Caldi, tout ce qui est autour du transport, mais aussi la cohérence l'articulation entre les intervenants et les prescripteurs. Je suis désolée. Je peux éventuellement vous donner un coup de main, partager l'écran. Vous avez la petite flèche en bas. Non, mais repartage-moi l'écran et puis je te naviguerai. Je vais voir si j'arrive à prendre la main. Vas-y, partage l'écran. D'accord. Je partage. Alors, moi, j'arrivais là-dessus. Tu n'arrives pas à me passer la main, parce que moi, je n'arrive pas. Bon, ça ne fait rien. Bon, ben, on va se débrouiller. Bien, alors, en complément de ce qui vient d'être dit par le professeur Lecoq, j'ai choisi de faire un cas clinique plutôt sur une pathologie neurologique, la sclérose en plaques. Pourquoi? Parce qu'en Alsace, on est très touché par la sclérose en plaques et qu'on a un programme sport et sclérose en plaques à l'URC, à l'UGK Malzac. Suivant. Bien, donc là, je vous présente une de mes patientes qui est âgée de 36 ans, mariée, 2 enfants. C'est une jeune femme qui est expert comptable, qui a toujours été sportive depuis l'enfance et puis malheureusement qui a développé une sclérose en plaques depuis 5 ans. Je vous ai volontairement mis le score EDSS parce que c'est un score qui est important pour ceux qui prennent en charge les patients atteints de pathologies neurologiques. Donc, elle présente une monoparésie du membre inférieur gauche, des troubles de l'équilibre, parce qu'elle a des troubles sensitifs profonds. Donc, c'est quelqu'un qui va bien, finalement, puisqu'elle se déplace sans aide technique, un périmètre de marche limité, mais elle allait quand même une fatigabilité à l'effort. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient dans nos services de rééducation pour faire de la kinésithérapie, elle vient vraiment pour avoir un avis, puisque, étant sportive, elle souhaite reprendre une activité physique et sportive. Elle fait quelques séances de kiné pour ses troubles de l'équilibre, et puis elle est assez inquiète sur cette reprise d'activité physique, puisque maintenant tout le monde lit beaucoup de choses sur Internet, et elle a en particulier lu que le sport était contre-indiqué car il aggravait sa maladie. Et sa famille lui a fortement déconseillé, pour les mêmes raisons, de faire de l'activité physique et sportive. Donc, que lui répondez-vous et que peut-on lui proposer? Donc, la question n'appelle pas une réponse de votre part, sauf s'il y a des volontaires pour y répondre. Donc, bien évidemment, comme on est effectivement dans le sport santé, rappeler les bénéfices à la patiente, comme tout à chacun, le sport, qu'on ait sclérose en plaques ou qu'on ait une autre pathologie ou qu'on soit sédentaire sain. Bien évidemment, l'activité physique et sportive permet d'améliorer le cardio-respiratoire, la force musculaire, l'équilibre, également permet d'avoir des bénéfices sur l'état cognitif et sur la qualité de vie. Et je pense que ce qui est important à véhiculer, nous, en tant que médecins, mais ça rappelle aussi la formation, c'est l'objet de ce webinaire, différentes formations qu'on fait, c'est que d'expliquer finalement qu'aucun sport n'est contre-indiqué. C'est ça le message clé, finalement. Il faut faire une activité physique et sportive ou un sport qui plaît, que les patients puissent continuer. Il faut qu'il y ait une vraie adhésion, que ça rentre dans leur vie. Et il faut aussi expliquer, donc là, c'est un peu plus orienté forcément sclérose en plaques, mais vous savez que, en tout cas, moi, par exemple, quand j'ai fait mes études de médecine, on m'a dit « Ah non, surtout pas de sport, rien ». On nous a appris ça en tant que médecin, qu'on ne faisait pas grand-chose sur les patients sclérose en plaques parce que ça pouvait aggraver. Donc, aucun sport n'est contre-indiqué, ça n'aggrave pas la maladie, au contraire, ça doit être encouragé. Et j'ai volontairement pris ce cas clinique pour vous montrer que c'est au début. Il faut qu'on fasse de la prévention au début. Le vrai traitement, c'est la prévention primaire. Donc, c'est dès les premiers stades de la maladie, dès les premiers symptômes que ça doit être prescrit, puisque je rappelle que c'est un traitement non médicamenteux et c'est encore une prescription médicale, et ça, il faut en être convaincu. Ça doit être débuté dès le stade précoce de la maladie. Donc, oui, on va lui expliquer qu'il faut débuter ça. On va faire de la prescription médicale encadrée. Et bien évidemment, les gens, souvent, quand ils entendent sport, qu'on soit sédentaire sain, quand on ne fait pas de sport, on n'a pas forcément envie d'aller s'inscrire dans un club de gym parce qu'on se sent un peu stupide d'être là et de ne pas savoir faire grand-chose. Donc, les patients qui ont une pathologie chronique, c'est encore plus marqué, ils ne se sentent pas du tout légitimes à faire du sport. Ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux parce que le sport, il y a cette notion de compétition. Le professeur Lecoq vous en a bien parlé. Donc, bien expliquer que ça doit être adapté aux capacités physiques, adapté à la maladie. Et c'est là qu'on doit se placer en tant que médecin. On connaît les symptômes, on connaît la maladie,
on sait qu'il y a certains scores qui permettent de quantifier en fonction des différents niveaux HAS quand on propose du sport santé, quand on propose de l'APA et quand on propose finalement de la kinésithérapie, de la rééducation, de la réadaptation, ce qui est très différent du sport santé. Donc là, à nous de l'avoir en consultation, d'évaluer ce score DSS, d'expliquer et de proposer effectivement des séances d'activité physique et sportive régulières, progressives et fractionnées si besoin en respectant la fatigue. Suivant. Donc ça, rapidement pour les médecins, le score EDSS, retenez qu'en dessous de 4, c'est là où il faut proposer le sport santé. Vous voyez, c'est des patients qui arrivent encore à se déplacer assez facilement. Au-dessus de 4, on passe dans autre chose. Et puis au-dessus de 6, de toute façon, c'est des structures extra-fédérales et c'est de la rééducation et l'adaptation. Suivant. Donc, l'autre question, elle me dit « Seule, je ne vais pas y arriver ». C'est sûr qu'elle travaille, elle a 36 ans, elle a ses 2 enfants. Donc là, ça fait partie de la consultation également, donc orientée vers les réseaux sport santé. En Alsace et puis dans toute la France, il y a des réseaux régionaux et locaux de la sclérose en plaques. Et puis, effectivement, les missions locales et les maisons associatives. Et puis, une autre question de la patiente, elle dit « Je suis assise toute la journée au travail et le soir, je n'ai vraiment pas le temps d'aller faire du sport car je dois m'occuper de mes 2 enfants. » C'est vrai pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui travaillent assis à un bureau toute la journée et qui ont encore une charge familiale. Ce n'est pas toujours évident dans notre emploi du temps de trouver un peu de temps pour faire du sport. Donc, on peut faire ce qu'a très bien dit le professeur Lecoq, qui doit rentrer effectivement dans les mentalités, c'est encourager les déplacements actifs, essayer quand on peut d'aller à vélo au travail, prendre le bus et puis peut-être descendre un arrêt avant, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, etc., etc. Suivant. Et puis, lors de cette consultation, il est important de pouvoir discuter. C'est là tout l'intérêt du médico-sport santé. On voulait vous le présenter pour vous montrer qu'il y a quand même des outils, parce que très souvent, on ne sait pas trop quoi dire aux patients, ni vers qui ou les orienter. Donc, quel sport souhaitez-vous pratiquer? En fait, c'est lui demander qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, tous les sports sont possibles. Adapté, on va y revenir, il faut que ce soit encadré par des professionnels formés. Avant, le sport, l'exercice, ça n'intéressait personne. Maintenant, tout le monde s'en empare. Voilà, tout le monde a son coach, tout le monde veut faire du sport, mais on ne fait pas de la même façon du sport au sédentaire sain ou à la personne de 50 ans qui veut se remettre à une activité physique qu'on fait du sport avec des patients qui ont une sclérose en plaques, une bonne arthrose, un diabète. Il faut être formé, il faut connaître la pathologie, ce n'est pas la même chose. Il faut connaître la pathologie, il faut connaître les indications, les contre-indications, les spécificités de la pathologie, et ça reste quand même du domaine médical. Et puis, il faut garder en tête cette notion de l'envie de pratiquer, la notion de plaisir pour assurer la poursuite d'activités physiques et sportives. Si les gens n'aiment pas courir, vous ne leur proposez pas la course. S'ils ont peur de l'eau, vous ne leur proposez pas la balnéothérapie. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir screener l'ensemble des activités qui pourraient être proposées de manière adaptée. Et donc, Nadine, là, il faut que tu cliques sur le lien, là, W. Ouais, alors, je vais arrêter le partage. Non, tu n'as pas besoin, tu cliques dessus. Bon. Hop, attends, j'y retourne. J'y retourne parce que j'ai essayé tout à l'heure et partager l'écran. Hop, partager. Hop, je me remets là. Hop. Donc, hop. Donc là, ça ne marche pas. Attends. Tu cliques sur le lien. Oui, mais quand je clique sur le lien, ça ne peut pas marcher. Enfin, hop, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Génial. Alors, du coup, est-ce que vous voyez mon écran là? Non. Alors, attends, il faut que je… 30 secondes de technique. 30 secondes de technique. Je retourne là, partager l'écran. Et voilà, hop, partager, j'y suis. Est-ce que vous voyez l'écran? Il faudrait remettre le micro. Il faudrait remettre le micro chez vous. Remonte. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur le remonte. Là, je suis au maximum là. Mais descends, je veux dire descends alors. Voilà. Quand vous êtes sur cette page-là, vous arrivez donc sur le Vidal et vous arrivez sur Médico-Sport Santé. Donc, vous double-cliquez sur Médico-Sport Santé. Voilà, vous arrivez là-dessus et vous allez à droite, stop, en haut à droite, quel sport pour votre patient. Voilà, vous cliquez là-dessus, double-clic.
Voilà. On peut dérouler, on peut rechercher une pathologie, mais vous avez aussi, stop, vous avez aussi l'ensemble, voilà, des pathologies citées par les, voilà. On tape par exemple neurologie, puisque j'ai une patiente sclérose en plaques. Là, vous avez accident, vous voyez tout ce qui est déjà en ligne. Vous pouvez taper sclérose en plaques, vas-y. Et donc là, vous voyez apparaître, fais dérouler, Nadine, fais dérouler, encore, voilà. Vous voyez l'ensemble des fédérations a effectivement émis des recommandations pour les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, elle, on a discuté, alors remonte. Hein. Donc, vous voyez, il y a de l'athlétisme, il y a le basket, il y a de la boxe anglaise, il y a le cyclisme sur route, vas-y, descends, continue, le cyclisme VTT, stop. Et elle, on va s'arrêter parce qu'elle veut faire de la gymnastique, c'est une femme, donc on va cliquer là-dessus. Donc, vous cliquez là-dessus, double-clic. Voilà, on déroule. Et donc, vous avez les informations générales. C'est ce que vous a montré M. Lecoq, mais je vous le montre avec, vous voyez, il y a 1400 clubs, le nombre de salariés. Et puis, on vous montre surtout les caractéristiques de l'activité. Voilà. Donc, ça vous met effectivement qu'il y a un intérêt ludique, respiratoire. Descend, défile. Voilà. Non, encore. Voilà. Et donc, vous retrouvez ce qui vous a été montré. Donc, finalement, dans la sclérose en plaques, si vous tapez sur de la boxe ou si elle veut faire de la voile, vous allez retrouver. Donc là, par exemple, dans la gymnastique, ça vous montre le caractère ludique important. Ça permet d'augmenter le cardio-respi. Ça a une importance sur tout ce qui est force et renforcement musculaire. C'est un rôle modéré et quand même pas inintéressant sur les interactions sociales. Sollicitation mécanique du squelette, et puis c'est pas très technique non plus, ça demande pas non plus une grosse technicité, c'est aussi important parce que souvent les gens, s'il faut acheter, quand vous voulez faire du hockey sur glace, il faut acheter les patins, la palette, le casque, ça devient un peu compliqué, donc ça nécessite pas beaucoup de matériel non plus. Ensuite, on peut passer aux bénéfices fonctionnels, double-clic, donc dérouler, donc là encore, descend, donc là ça vous montre effectivement, pas aussi vite, remonte, voilà, sur le système, voilà, ça vous montre, remonte un peu. Ça vous montre effectivement la condition physique générale. Alors, c'est intéressant pour quelqu'un de jeune comme ma patiente, effectivement, d'avoir de l'endurance. Elle avait des troubles de l'équilibre, c'est quand même important sur l'équilibre statique, dynamique, sur la proprioception. On sait aussi qu'il faut faire de la force musculaire pour améliorer son équilibre. Donc, vous voyez, la gymnastique a un effet quand même tout à fait intéressant sur la prise de masse, force musculaire et endurance. On descend, fonctions cognitives. Les patients qui ont des scléroses en plaques peuvent avoir des fonctions cognitives. Elle n'en avait pas, mais on sait que ça peut aussi influencer sur la concentration, la mémoire. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, l'intérêt psychosocial, souvent, nous, on est des femmes, on aime bien faire du sport en groupe, on aime bien faire de la gym, de l'aquagym. C'est sûr que ça participe aussi à l'interaction sociale, au bien-être psychique et puis aussi à gérer un peu le stress et la relaxation quand on sait qu'on a une sclérose en plaques. Ensuite, prévention primaire, là, il n'y a pas trop d'intérêt. On va passer à prévention secondaire et tertiaire. Voilà, on peut descendre. Donc, il faut que tu descendes tout en bas. Tu tapes en haut sur remonte. Et va sur neurologie. En bleu, voilà. Encore, voilà. Et là, on va retrouver sclérose en plaques. Donc, ça vous explique qu'en prévention secondaire et tertiaire, c'est effectivement très intéressant pour maintenir les capacités restantes. Quand les patients ont des troubles des capacités cognitives ont une grande fatigabilité, elle l'exprimait, ce sont les troubles de la mémoire et d'attention, ça a un intérêt très particulier. Et puis, ça maintient effectivement l'aptitude physique et ça maintient et ça améliore les troubles de l'équilibre. Ensuite, si on va sur les risques et avis médicaux, parce qu'elle va vous dire oui, mais moi, c'est pas dangereux de faire de la gymnastique. Alors, il n'y a aucun risque spécifique à la pratique de la gymnastique et il n'y a aucun risque lié au fait qu'elle fasse qu'elle ait une sclérose en plaques. Comme tout un chacun, on peut avoir des douleurs musculaires, on peut être fatigué. Par contre, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que vous connaissez tous le phénomène du TOF, ça augmente les signaux cliniques quand la chaleur est très importante. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter de pratiquer quand il fait caniculaire comme ces derniers temps. Et puis, tout ce qui est un peu, c'est un peu du bon sens paysan. Forcément, on ne va pas courir quand il fait 30, on ne va pas courir quand il y a un pic de pollution, on ne va pas courir quand il fait moins 10. Mais c'est pour vous montrer que finalement, il n'y a pas de choses très spécifiques liées à la sclérose en plaques, c'est simplement un peu du bon sens lié à la pratique sportive et qu'on doit arrêter tout ça. Ensuite, adaptation et précaution, et j'ai tout de suite terminé.
Voilà, vous pouvez voir les adaptations. Voilà, on va passer. Il y a différentes choses. Ben, c'est sûr que si en plus elle devait avoir une tendinite ou si elle devait avoir des lombalgies, ben, il faut éviter certains mouvements. Vous pourrez le lire à tête reposée. Les contre-indications, à gauche, les contre-indications. Voilà, donc là, les contre-indications, ben, elles sont inhérentes aux pathologies aiguës ou s'il y a une pathologie chronique décompensée, mais rien de bien particulier. Voilà, donc encore une fois, il faut retenir que c'est quelque chose de non spécifique et qu'on peut faire du sport quand on a ce qu'on en place. Voilà, et on peut retourner sur le diaporama maintenant. Voilà. Hop, j'y vais. Alors, je retourne sur le diaporama, partager l'écran, hop, hop, je partage, hop. Donc voilà, il y avait 26 disciplines, on a choisi la gymnastique. Donc, on aurait pu leur proposer d'autres choses. C'est sûr qu'en Alsace, nous, le sport sous-marin, l'apnée, le hockey subaquatique, ce n'est pas forcément évident. Il faut surtout être vigilant dans tous les sports d'eau, chez les scléroses en plaques, chez les patients qui ont des troubles vésico-sphinctériens. Ça, il ne faut pas oublier de leur demander. Mais si elle avait voulu faire de la boxe, ben, elle pouvait faire de la boxe. Si elle voulait faire du kickboxing, elle pouvait faire du kickboxing. Enfin, vous voyez, il y a moyen quand même de faire beaucoup de choses. Et si elle voulait faire de la voile ou de la planche à voile, chez nous, elle peut aller sur le plan d'eau qui est au sud de Strasbourg. La suite. Voilà, donc en synthèse, encore une fois, ce qui est important, c'est de discuter avec le patient, de faire une vraie consultation médicale qui aboutisse après à une prescription médicale. C'est le choix, enfin c'est la proposition du médecin, mais c'est le choix du ou de la patiente, en intégrant bien la notion de plaisir et de faisabilité pour qu'il y ait une adhésion, pour que les gens continuent ensuite, puisqu'on ne va bien sûr pas avoir les moyens de payer à tout le monde, à toute la population française, toute leur vie du sport. Il faut que ça s'intègre et que les gens prennent conscience de l'importance de ce traitement non médicamenteux, mais qui est le vrai traitement, qui participe aussi à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Les bénéfices fonctionnels, ils sont multiples, cardio-respiratoire, endurance, force, équilibre, mais dans la sclérose en plaques en particulier, ça permet aussi de faire des étirements parce que vous savez qu'ils ont une spasticité. Le sport agit aussi au niveau des troubles cognitifs et ces patients ont très souvent des troubles cognitifs et l'interaction sociale est extrêmement importante. Donc, les risques médicaux, il n'y a pas de risque spécifique. Il faut juste connaître, d'où l'importance de connaître la pathologie, en particulier le phénomène du TOF dans la sclérose en plaques, qui exacerbe les symptômes, et puis limiter l'activité physique et sportive, bien évidemment, dans les périodes de poussée. Suivant. Voilà, donc là, on retrouve le FIT, le fréquence idéalement 3 fois par semaine, l'intensité modérée, mais en fonction des stades et en fonction des possibilités, ça peut même être intense. Il y a des études qui montrent qu'on peut faire des exercices intenses. Elles peuvent faire du HIIT quand on n'a pas le temps d'aller courir 3 fois 1 heure, et bien on peut faire du HIIT comme font beaucoup quand on a un emploi du temps chargé. Donc le temps, la durée, c'est 1 heure, et si on est fatigué, il faut pouvoir fractionner. Et puis différents types, il faut retenir, il faut tout faire. L'aérobie se potentialise avec le renfort et ça se potentialise avec des exercices d'équilibre. Suivant. Voilà, et en conclusion, je vais laisser termine. Donc en conclusion, on voulait vous faire passer ce message parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le médico-sport santé donc du CNESF, c'est une vraie aide à la prescription médicale du sport santé. Ça permet également la mise en œuvre de protocoles de sport qui sont adaptés aux pathologies chroniques et à différents états de santé. Je crois que c'est à nous, en tant que médecins, de prendre ça en main et de comprendre. Et ça doit aussi s'inscrire dans la formation des internes, aussi des étudiants hospitaliers. On a d'ailleurs un module optionnel ici à Strasbourg qu'on a mis en place. C'est le professeur Lecoq qui l'a mis en place sur l'activité physique dans les pathologies chroniques parce qu'on ne peut pas prescrire l'activité physique de la même manière qu'on le fait pour un sujet sédentaire, qu'on le ferait pour des patients atteints de pathologies chroniques. Je crois que vous l'avez bien compris. Et puis cette formation DPC qu'on a enregistrée récemment à l'attention des médecins généralistes pour effectivement leur expliquer l'enjeu sociétal et puis l'enjeu aussi de santé publique que représente cette prescription du sport santé. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et on est à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, merci. Je reviens juste sur l'outil médico-sport santé. Il est très facile de l'utiliser, en tout cas de rentrer dedans. Après, pas de l'utiliser en tant que prescripteur pour moi, mais je dis que quand même,
là, il est très, très riche. Et en plus, il y a, si je me souviens bien, il y a toute la bibliographie avec toutes les publications qui sont faites sur l'activité physique et sportive pour les maladies. Donc, je sais que ce soit pour l'appareil locomoteur, la neurologie, on a beaucoup de publications scientifiques. Marie-Ève, il y a les cours, enfin, tout ce qui est les explications sur les bénéfices, c'est très, très riche et très didactique, très pédagogique. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont déconnectées du webinaire parce que le temps est passé. Moi, j'aurais quand même j'ai une question, sauf si quelqu'un veut en poser une avant moi. Moi, c'était sur la prescription, toujours le fameux sujet de la prescription pour la sclérose en plaques, puisque finalement, ces personnes, elles sont, à ma connaissance, hein, elles sont surtout suivies en centre de court séjour avant d'aller en MPR. Et je me demande s'il n'y a pas une perte de chance pour ces patients ou ces patientes atteintes de sclérose en plaques qui ne bénéficient pas de cette prescription d'activité physique. Voilà. Comment on pourrait… Enfin, je ne connais pas les bonnes pratiques des neurologues par rapport à la MPR. C'est vraiment une question très innocente que je pose. Il n'y a aucun arrière-pensée, mais comment on peut éviter cette perte de chance? Il faut créer des réseaux. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, mais qui s'ignorent. Et je pense que le webinaire qu'on fait aujourd'hui ou les différentes formations sont là pour effectivement connecter les différents intervenants. Nous, à Strasbourg, les neurologues, on travaille beaucoup avec les neurologues qui nous les adressent, soit pour le sport santé, puisqu'on a ce programme CP Sport, ou alors dans le programme de rééducation réadaptation. Mais je pense que c'est un vrai sujet d'aller vers les autres. Je pense que si on attend que les neurologues ou que d'autres viennent vers nous, étant convaincus de l'intérêt, c'est à nous d'aller pénétrer effectivement peut-être les soviets ou les réunions dans les hôpitaux pour leur expliquer, leur montrer toute l'importance. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. Les gens en parlent beaucoup et c'est quand même quelque chose qui se développe. Et les patients entre eux, les associations de patients aussi sont très demandeuses. Une fois qu'ils savent, qu'ils connaissent le circuit, ils arrivent chez nous, ça c'est évident. La patiente, pour vous dire, elle a fait le programme de rentraînement CP Sport et à la fin, elle est revenue. Elle m'a dit merci, docteur, à vous et à votre équipe, parce que maintenant, vous êtes ma caution médicale pour que je puisse expliquer à ma famille que je peux faire du sport. Voilà. Alors, je vais peut-être rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier que ces patients qui ont une sclérose en plaques, qui sont suivis par un neurologue, mais ils sont aussi suivis par leur médecin traitant. D'où l'intérêt de former les médecins traitants. C'est peut-être plus facile d'accéder aux médecins traitants. Et si les médecins traitants savent que l'activité physique est bonne pour la santé de leurs patients ayant une sclérose en plaques, ils peuvent d'une part s'en assurer auprès du neurologue. Et à ce moment-là, en général, les neurologues ne vont pas contre-indiquer. Et puis, il y a aussi tous les professionnels qui tournent autour de ces patients. Et je pense plus particulièrement aux kinésithérapeutes, mais également aux ergothérapeutes, etc., qui, eux, peuvent dire, oui, mais c'est bien, vous êtes chez nous parce que vous avez une spasticité, vous avez des rétractions, mais ça serait pas mal sur le plan cardio de faire un petit peu de marche nordique, par exemple. Et dans ce cas-là, l'ensemble des gens qui sont autour de ces patients peuvent avoir leur mot à dire dans le cadre, si je puis dire, d'une éducation thérapeutique générale, quoi. Donc, oui, c'était une des questions que j'avais notées aussi, c'est comment dans l'éducation thérapeutique ou avec des patients experts, on pouvait relayer aussi l'activité physique adaptée chez ces patients en lien avec les associations de patients. Je pense que c'est aussi un moyen de mobilisation quoi, pour convaincre, inciter et diffuser cette activité. Quoi. Je pense que c'est important. Quoi. Mais il y a des associations dans la plupart des maladies chroniques et eux sont très au courant et il y a des échanges sur Internet, des chats, etc. Et c'est quelque chose qui, comme le disait le professeur Isner, c'est en plein développement. Donc, on peut espérer. Et puis, encore une fois, il faut être lucide. À partir du moment où il y aura une prise en charge financière par la sécurité sociale, ça va exploser à ce moment-là. Enfin, si je puis dire dans le bon sens, dans ce sens que à ce moment-là, les neurologues vont peut-être s'apercevoir que c'est quand même intéressant, voilà, l'ensemble des spécialités médicales. Et puis, on peut espérer que, enfin, on y travaille, que la formation initiale des médecins
travaille à ce qu'il y ait un item cible de l'internat, de l'ECN, de l'EDN, qui soit ciblé sur la prescription d'activité physique à des fins de santé. Donc, on y travaille, c'est en bonne voie. Et sur l'aspect remboursement, quand vous avez présenté le Médicosport, là, vous avez rencontré les membres du cabinet du ministère des Sports, hein, je crois, il y a un mois et demi, vous aviez, Géant, vous n'avez pas, ils n'avaient pas eu enfin, est-ce qu'ils avaient une écoute Alors, l'écoute, elle est excellente, mais ils sont dans l'incapacité puisque ça concerne souvent plusieurs ministères, il y a une espèce de blocage. Il y a une espèce de blocage qui fait que, pour l'instant, les choses avancent difficilement. Tout le monde attend avec impatience que la CNAM fasse son rapport auprès de l'Assemblée nationale. Même si c'est avec un an de retard, ça sera toujours bien. Et encore une fois, il s'appuie entièrement sur le guide de l'HAS, c'est-à-dire le niveau 2, encadré par des spécialistes de l'APA. Voilà, c'est ça, avec des critères pour les inclure, tels que on l'avait expliqué avec le professeur Carré et puis le docteur Semama le dernier. Donc, ça semble avancer, mais bon, toutes ces démarches, quand je vois pour l'item sur la prescription pour les étudiants en médecine, tous les ministères concernés de près ou de loin sont favorables, mais après, sur le plan pratique, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à avancer, quoi. Ok. Ce qu'on peut espérer, enfin, c'est pour terminer aussi sur une note positive, après votre exposé, on vous remercie tous encore, mais c'est qu'il y a des articles 51 qui sont actuellement à l'étude, hein, donc des articles 51, c'est des financements dérogatoires à l'assurance maladie qui financent les séances de sport dans les maladies chroniques. On peut espérer que l'évaluation de ces projets qui sont en cours, notamment vous avez As du Cœur, vous avez qui est chez vous aussi en Alsace, il y a des programmes oncologie et sport, etc. On peut espérer que tous ces articles 51 qui sont en cours d'évaluation sur le plan médico-économique fassent bien la preuve de l'efficacité et de la nécessité du remboursement. Je pense que ça pourra concourir à la prise en charge par la CNAM de ces activités sport et santé, quoi. Mais je suis d'accord que ce qui était il y a un an, c'était sur le bureau et je n'ai plus l'impression que ça soit sur le bureau, quoi. Voilà. Merci encore. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous n'hésitez pas à le faire passer par les chats. On va envoyer le diaporama en mode PDF qui permettra donc un envoi facile sans qu'il soit trop lourd. Et puis, nous allons aussi faire un replay qui sera diffusé auprès de tous. Et on vous donne rendez-vous en septembre. Géant, je peux vous appeler si vous avez 5 minutes à me consacrer après au téléphone. Oui, je vous en prie. Voilà. Je mets fin à ce webinaire et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.